Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bi-Investisseur Responsable. Olivier Ranjard, évidemment, qui m'accompagne. Bonjour Olivier. Bonjour, alors, Stéphane. c'est vrai que... Et il suffit qu'on titre sur une pause pour que, entre le moment où on enregistre cet entretien et puis le moment où vous allez nous faire l'honneur de le regarder, tout à coup, les marchés se mettent à s'agiter. Enfin, quand même, on se rend bien compte que c'est un moment de réflexion, peut-être. Sur les valorisations, Olivier, parce que globalement, les valorisations, là, peuvent sembler élevées sur pas mal de marchés actions. Comment est-ce que tu vois les choses ? Alors, ça dépend du marché que vous regardez. Si tu regardes par exemple le marché américain, aujourd'hui, il s'échange autour de 18 fois les bénéfices sur l'année 2023, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de long terme. A contrario, les marchés européens et les marchés émergents se traitent respectivement autour de 13 fois les bénéfices et 12 fois les bénéfices, ce qui est légèrement inférieur à leur moyenne de long terme. Donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt proches de la moyenne et on ne constate pas de assez tension. Raisonnable donc même en fait. Assez raisonnable. Assez raisonnable, mais sur une condition qui est importante, sur une condition de perspective de croissance des bénéfices sur l'année 2023 autour de 0% et sur l'année 2024 autour de plus 10%. Alors c'est ça, c'est-à-dire, si effectivement il y a cette pause sur des valorisations finalement assez raisonnables, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels sans doute les opérateurs s'interrogent, sur lesquels les épargnants s'interrogent, sur lesquels vos clients s'interrogent. Et donc on va voir ça, à commencer par le climat économique général. Il y a un moment, Olivier, que vous parlez d'une récession. C'était un grand débat, je me souviens, à l'automne dernier. Finalement, la récession n'est pas là, la récession ne vient pas. Comment est-ce que tu vois ça ? Effectivement, la récession la plus attendue de l'histoire n'est toujours pas arrivée. Voilà, c'est ça. Et ce dont on s'est aperçu quand on rétropédale, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, ce que l'on a constaté, c'est que le scénario de récession s'appuyait en grande partie sur des fortes tensions sur les prix de l'énergie. Ouais. Et ces prix de l'énergie, en particulier pour l'Europe, ont très nettement reflué, ce qui a permis d'éviter cette récession au cours de l'hiver pour la zone euro. Mais derrière cela, il y a d'autres facteurs qui sont en cours et qui sont en train progressivement de peser sur les entreprises et sur les ménages. Et ces facteurs tiennent principalement dans ce qu'on appelle le durcissement des conditions financières. Et ce durcissement des conditions financières, il s'appuie sur deux canaux de distribution. D'abord sur les marchés financiers, pour les entreprises qui se financent et qui sont en train d'observer une remontée très significative des taux d'intérêt. Et c'est vrai que la Banque Centrale Européenne a récemment fait état d'un effondrement quasiment du crédit aux entreprises. Tout à fait. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est le deuxième canal, c'est le canal bancaire. Et sur le canal bancaire, on assiste à deux phénomènes. Des banques qui durcissent naturellement les conditions de crédit et une demande qui est en train de s'affaisser, demande qui vient des ménages, mais également des entreprises. Donc on a, si je puis dire, des faisceaux qui mais nous on n'est pas au annoncent... bout de cette période de durcissement des conditions monétaires, là, Olivier ? On est au bout, mais elle va produire ensuite ses effets. C'est ça. Et on sait qu'on a toujours un décalage assez important entre le moment où les banques centrales durcissent leur taux d'intérêt et le moment où cela se diffuse à la sphère réelle. Et généralement, on estime que ce délai de transmission, il est de 9 mois à 12 mois. Donc on est en train de rentrer... Ah oui, donc on va rentrer en fait vraiment dans les effets du durcissement, là, maintenant. On est en train d'entrer dans les effets du durcissement. La question qui se pose, c'est de savoir si ce durcissement, il va être contrecarré par l'excès d'épargne, qui reste assez présent, en particulier en Europe. Et certains estiment que l'excès d'épargne va permettre d'absorber ce durcissement et va permettre que les économies occidentales échappent au scénario de récession. Mais pour notre part, le durcissement nous semble tel que le scénario de récession nous semble le plus probable pour les prochains mois. Ouais, et puis il a été quand même un peu mangé justement par les prix de l'énergie de l'année dernière, cet excès d'épargne, non ? Il a été mangé par les prix de l'énergie, il a été mangé par l'inflation que l'on a constatée sur les biens et services. Donc on voit que si on se concentre par exemple sur l'économie américaine, on s'aperçoit que cet excès d'épargne, normalement, à la fin du premier semestre, il aura été totalement mangé. Donc on va se retrouver sans ce moteur excès d'épargne, on va se retrouver avec le moteur du crédit qui est en train de se gripper, et enfin un dernier moteur qui est important pour le consommateur, c'est le marché de l'emploi.
Le marché de l'emploi, il est résilient pour l'instant, mais quand on regarde les dynamiques sur 6-9 mois, on voit que le marché de l'emploi américain, il est en train clairement de ralentir. Enfin, de ralentir, sur un rythme quand même. Oui, sur un rythme très confortable, quoi. Très confortable et très intéressant. Non, mais juste là-dessus, parce que ça nous amènera trop loin, mais enfin quand même, on rentre, on a l'impression qu'on est toujours en campagne électorale aux États-Unis, mais enfin on va rentrer quand même un petit peu dans le dur de la présidentielle. On peut penser là que les autorités ne laisseront pas justement le marché de l'emploi ralentir, non ? Il peut y avoir des gestes. Ce qui nous amène à la question du plafond de la dette, c'est-à-dire c'est un des autres sujets qui peut être un point d'interrogation. Alors vous allez dire oui, c'est régulier, sans arrêt, on nous fait le sketch. Sauf que là, moi, ce que j'entends, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, c'est que le sketch recommence à inquiéter un certain nombre d'opérateurs. Effectivement. Donc, plafond de la dette aux États-Unis, je crois que vous suivez ça, évidemment. Donc, le plafond de la dette aux États-Unis, il a été déjà relevé plus de 100 fois. Ouais. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, normalement, le Congrès sait faire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une opposition très forte entre les républicains et les démocrates. Et même au sein du camp des républicains, on a une scission qui est, somme toute, assez importante et qui peut générer des difficultés à trouver un consensus et, in fine, à trouver une négociation entre les démocrates et les républicains. On va sans doute avoir du suspense, une fois de plus. On en avait déjà eu en 2011, on en avait déjà eu en 2013. Sur ces deux épisodes, ce suspense avait généré en 2011 quand même des fortes tensions sur les marchés financiers, ne l'oublions pas. On avait eu une dégradation de la notation des États-Unis par une agence de notation et on avait eu un mois de juillet et mois d'août particulièrement volatiles. Alors se greffaient autour de cet événement des tensions sur la dette européenne, ce qui avait exacerbé probablement les mouvements sur les marchés financiers. Et puis en 2013, on a eu de nouveau un épisode avec un relèvement de toute dernière minute qui a généré moins de volatilité sur les marchés d'actions. Pourquoi ? Parce que les investisseurs étaient habitués en fait à ce type d'événement, ayant à l'esprit 2011. Donc on va probablement être dans la même dynamique sur les prochaines semaines. C'est plus on va s'approcher... Olivier, on a vu dans quelles conditions le leader de la Chambre des représentants a été élu par les Républicains. Je pense que vous vous souvenez de ça, Kevin McCarthy. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Voilà, jamais vues. Et on se retrouve avec un personnel politique républicain, notamment, radicalisé, chauffé à blanc, dans des conditions, je pense, qu'on n'a pas vues depuis très, très, très longtemps aux États-Unis. Non, mais il est certain que le paysage politique américain est extrêmement complexe. Il a sans doute jamais été aussi complexe au cours de ces dernières décennies. Tout à fait. Et donc, face à cela, ça ne peut générer que de l'incertitude. Pour autant, est-ce que les républicains vont pousser les États-Unis à faire défaut ? Ça me semble peu probable. On va considérer que ça me semble peu probable. Donc, pour nous, le scénario est le suivant, c'est que, in fine, on aura un accord, mais que cet accord, il va se faire dans la douleur et qui va générer probablement quelques semaines d'incertitude. Un mot justement, quand même encore, avant de voir quelles conséquences sur les allocations d'actifs on tire de tout ça. L'environnement bancaire. Alors ça nous ramène d'ailleurs à l'environnement bancaire américain, mais peut-être même aussi européen, je ne sais pas comment tu vois ça. À force de se dire que ce sont des banques régionales américaines, que ce n'est pas très grave, que... il y a davantage d'éponges que de lait renversé, j'aime bien cette expression. Est-ce que quand même ça génère pas là aussi un petit peu de tension sur les marchés ? Ça a généré de la tension, mais elle a été très vite absorbée. Ouais. On a vu l'épisode de mars, la faillite de SVB, quelques jours de volatilité et un rebond derrière des marchés d'actions, derrière les difficultés de deux autres banques régionales, et les marchés n'ont que peu réagi. Donc, les investisseurs raisonnent de la manière suivante. Pour l'instant, on a des réactions qui sont très rapides de la part des autorités de tutelle, aussi bien la Federal Deposit Insurance Corporation aux États-Unis que de la Banque centrale américaine. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour l'Europe, où le gouvernement suisse a été, on va dire, très agile pour régler la problématique Crédit Suisse. Donc on a des autorités qui réagissent très, très rapidement et qui ont en fait les réflexes de la crise de 2008, ce qui est positif. Et les investisseurs considèrent que cette réaction rapide permet d'éviter de très fortes tensions sur l'appareil financier qui aurait in fine des conséquences trop importantes pour la sphère économique. Donc pour l'instant ça se digère, mais pour nous ces événements ne sont que la matérialisation du mouvement de durcissement des conditions financières qui a
un impact sur la sphère financière et qui va probablement avoir un impact sur la sphère économique. Oui, mais ce qui nous ramène au début de notre discussion, c'est-à-dire tu m'as très très bien expliqué comment en fait c'est maintenant que les effets de ce durcissement des conditions monétaires commencent à se faire sentir. Et donc, voilà, l'environnement bancaire reste quand même quelque chose à surveiller. Donc, il nous reste quelques minutes. Quelles conséquences on en tire sur les allocations d'actifs, Olivier ? Je pense qu'il y a deux conséquences. D'abord, il faut repenser son investissement sur la sphère obligataire. Et donc, avec le mouvement de remontée des taux que l'on a observé, en particulier sur les obligations d'État, il faut repondérer cette classe d'actifs dans les portefeuilles, qui peut jouer son rôle de diversification dans un scénario de récession. Même s'il a des rendements qui restent inférieurs à l'inflation, aujourd'hui on est d'accord. Oui, hein. il a des rendements qui restent inférieurs à l'inflation, mais il y a deux éléments à avoir à l'esprit. Premier élément, c'est que si les taux rebaissent fortement dans un scénario de récession, on va avoir une performance qui sera plus importante que l'inflation. C'est vrai. Et deuxième élément, c'est le fait que l'inflation va ralentir au cours des prochains mois. Et sur la sphère action, sur la classe d'actifs action, ce que l'on recommande, hein, c'est de rester sous-pondéré sur cette classe d'actifs action. On l'est depuis le milieu de l'année dernière. On a fait quelques mouvements d'allocation tactique. On a par exemple, fin octobre, remonté le poids des actions, tout en restant sous-pondéré dans la perspective d'une récession. On reste sous-pondéré, mais on a à l'esprit que d'éventuels mouvements de volatilité sur les prochains mois, générés justement par l'avènement de cette récession tant attendue, constituera des opportunités pour remonter le poids de l'allocation action. Merci Olivier. Merci Stéphane. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Bi Investisseur Responsable.